Merci. Bien, merci de m'avoir invité à parler de la crise en une demi-heure. Donc, c'est un peu limité. Mais je vais essayer de parler de la crise. Et donc, je dis comment se construit la crise. C'est-à-dire, on va faire une espèce de phénoménologie de la crise, comment elle se construit. Alors, je vais commencer par vous indiquer, puisque quand on fait de la phénoménologie, on indique des termes connexes à la crise. Et la crise est essentiellement un événement temporel, c'est-à-dire que c'est une rupture dans le temps, dans la continuité. Pour reprendre des termes, je dirais plus classiques, on dirait que c'est un pli dans un univers qui jusqu'à ce moment-là était uniforme. La crise implique aussi deux autres termes qui me paraissent importants. C'est l'urgence, c'est-à-dire que la crise, est un terme connexe de la crise, c'est le terme d'urgence. L'urgence est aussi un marqueur temporel, c'est-à-dire que l'urgence implique une action assez rapide, une intervention. C'est vrai que souvent, actuellement, quand on dit qu'il y a urgence, souvent l'urgence devient médicale. Et au fond, mon parcours dans la crise, ce serait de dire comment est-ce qu'une urgence, comment est-ce qu'une crise devient urgence et par là urgence médicale. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou pas. Et donc, je vais repartir d'un cas clinique qui nous avait été fourni par le Cap Nord pour vous montrer un peu comment se construit cette crise. Donc, c'est une jeune fille de 14 ans. Les problèmes actuels. Les parents sont à bout suite à des violences familiales. Ils viennent au SAJ avec leur fille. Après discussion, proposition est faite de passer par les urgences de l'hôpital pour 5 jours, on en parlera tout à l'heure, et d'envisager ensuite un suivi par une équipe psy attachée à l'hôpital. La jeune fille a échappé aux parents une fois sortie du SAJ pour éviter l'hospitalisation. La jeune fille a fait un séjour dans un centre d'accueil d'urgence CAU. Le père a été la rechercher avant la fin parce qu'elle était devenue la bouc émissaire du groupe. Il reconnaît avoir mis à mal le projet du SAJ. Le CAU dit que la jeune fille a difficile de se mettre en question, de réfléchir sur les conséquences de ses actes. On note alors intervention de différents services psychosociaux et d'accrochage scolaire, un pédopsychiatre, quelques points. Difficile d'accès, elle est dans la colère. Attente de l'autorité dans le cadre de l'intervention du Cap Nord, réduire les tensions familiales, aider les parents et la jeune fille à comprendre ce qui se passe. Éléments de contexte communiqués au moment de la demande. Parents séparés depuis 10 ans, la mère reconnaît aborder devant la jeune fille des sujets de discorde entre elle et le père, alors que cela ne la regardait pas. Les parents sont souvent en désaccord sur les principes éducatifs. Ils ont décidé de revenir au jugement, organisant l'hébergement alterné une semaine sur 2. On apprend alors que face au décrochage scolaire, après différentes formules d'accrochage, la déléguée du SAJ a conseillé à la mère de favoriser des attitudes plus responsabilisantes. C'est ainsi que la jeune fille s'est présentée seule dans une école pour y être admise à nouveau, mais la direction a refusé. Le père l'a accompagnée pour une inscription dans une autre école. On arrête là le descriptif. Je crois que chacun pourra reconnaître des éléments de ce qu'il peut recevoir, ou en tout cas des informations telles qu'on les reçoit. Et en particulier, donc, quand je travaille au CHR, à l'hôpital, ce sont des types d'informations. Je dois parler plus fort, avec un micro. Alors, je reprends les éléments tels que je les ai découpés. J'ai découpé un certain nombre d'informations dans ce qu'il y a. Alors, la première chose, c'est la séparation des parents il y a 10 ans. On note un désaccord parental. Alors, ce désaccord parental, est-ce qu'il est lié à un besoin de liquider des tensions entre papa et maman? Est-ce qu'il est dû à des différences de conception dans la manière d'éduquer une fille? Est-ce qu'il est dû à toute une série d'autres raisons? C'est quelle est la nature du désaccord parental? Un deuxième élément que je trouve, c'est un décrochage scolaire. Alors, ce décrochage scolaire, à quoi correspond-il? Est-ce que c'est un décrochage à cause de problèmes scolaires, de problèmes relationnels, de problèmes intellectuels, de problèmes de groupe que l'on peut rencontrer dans les écoles, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'interprétations possibles.
On a ensuite une violence. Alors une violence qui est manifestée par la fille dans son école. Alors quelle est la signification de cette violence? Est-ce que c'est la reproduction d'une violence parentale? Est-ce que c'est un appel à l'aide pour dire venez à mon secours? Est-ce que c'est une violence liée à des éléments psychopathologiques? En fait, quand on reçoit tous ces éléments, on n'en sait rien. Et toutes les interprétations sont possibles. Et les problèmes commencent à partir de ce moment-là. Parce que face à un récit de cet ordre-là, on peut avoir beaucoup d'interprétations. Je vous en ai cité quelques-unes comme ça, sur l'origine des troubles, et vous pourriez m'en citer d'autres. Ce sont les miennes, c'est celles que j'ai évoquées comme ça en évoquant ce sujet-là. Donc, on voit apparaître des divergences entre les acteurs, entre eux, en fonction de votre sensibilité différente. Tous les acteurs sont différents. La semaine dernière, j'ai passé un film à des gens qui faisaient une formation sur l'attachement. On voyait un singe dans une relation avec un chien, et c'était assez amusant, c'est qu'on a vu énormément d'interprétations sortir sur la nature de la relation au singe, qui était du singe et du chien. On passait de l'attachement, et pour d'autres, c'était une relation de domination, pour d'autres, c'était une relation d'emprise, etc. On voyait une différence énorme entre les acteurs apparaître. Donc il y a une différence entre les acteurs. Il y a aussi des différences d'interprétation entre les institutions. C'est-à-dire en fonction de l'acte que vous posez. C'est-à-dire que suivant le dispositif institutionnel dont vous disposez, vous allez avoir accès à des interprétations possibles et à d'autres interprétations qui ne sont pas possibles. Et ensuite, vous avez une différence qui peut s'accentuer d'interprétation entre vous, les acteurs, les institutions et bien entendu moi, je les appelle les patients parce que je suis médecin. Bon, voilà, il y a peut-être d'autres mots qui peuvent être utilisés. Donc, une crise, c'est une nécessité d'action, mais sur souvent des interprétations. Et je pense qu'un des problèmes que nous rencontrons souvent dans les crises, ce sont des interprétations. Alors, quand il y a... la deuxième caractéristique de cette situation, c'est la dialectique temporelle. 10 ans séparent la séparation des parents de le surgissement des crises. Entre le moment de la séparation et le moment de la crise, il y a diverses interventions dont on connaît mal la nature, la durée, la succession, et de manière générale, on est dans une situation qu'on saisit mal. Mais de notre côté, on peut dire deux choses aussi sur la phénoménologie de la crise. C'est que la crise, sans doute, évolue par des sauts qualitatifs. C'est-à-dire qu'il y a des moments de continuité et des moments de discontinuité. La crise évolue en quelque sorte avec deux forces. Une force d'inertie, des moments de crise et puis la crise retombe. Et puis sans doute des moments de débordement. Le débordement entraîne souvent l'appel à de nouveaux partenaires qui sont censés colmater le débordement. Quels sont les besoins impliqués dans ces crises? Les besoins impliqués sont des besoins de type psychologique. Le besoin de communiquer en famille, le besoin d'avoir un endroit de reconnaissance, le besoin d'être valorisé, de faire des études, enfin c'est ce que j'appelle les besoins psychologiques normaux, d'avoir des relations, d'avoir des copains, d'avoir des amitiés, des choses de cet ordre-là. Parfois aussi, les crises impliquent des besoins sociaux, c'est-à-dire le besoin d'avoir de l'argent, une habitation habitable, enfin agréable, de pouvoir faire des études, d'avoir une place dans le tissu social, de se faire une place à l'école, etc., etc. Et enfin, on peut avoir des besoins, je dirais, plus spécifiquement psychopathologiques, c'est-à-dire liés à des besoins qui sont, je dirais, hors normes ou qui sont liés à des déséquilibres psychologiques. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, quand on est face à une crise, il est extrêmement difficile de distinguer tous ces besoins, parce que ces besoins sont mélangés. Ils sont souvent intriqués, indissociables.
Alors, c'est particulièrement vrai, et là on est tout à fait au clair avec ça à la Citadelle, c'est en particulier chez les adolescents. Hein. On travaille beaucoup sur la dépression à l'adolescence, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Les adolescents font facilement des passages à l'acte, et par exemple, beaucoup de phénomènes dépressifs se manifestent par des troubles de conduite. Hein. On estime que, par exemple, l'hyperactivité et la dépression chez l'enfant, les symptômes se recouvrent à 80%. Donc la dissociation, la distinction qu'on peut faire entre de l'hyperactivité et de la dépression était quelque chose qui est assez difficile à faire. Et donc souvent les adolescents ont tendance à se défendre de sentiments dépressifs, par exemple, en fumant du hashish, en faisant des comportements, prenant des comportements à risque, en luttant en quelque sorte contre la dépression. Et c'est ce qui rend évidemment la situation assez difficile. Et donc, très souvent, on voit une crise se développer comme ça par à-coups, à certains moments, et par adjonction des acteurs, un acteur supplémentaire, etc. Mais ce qui nous paraît difficile la plupart du temps, c'est que l'acte qui est posé par ces acteurs, la nature de la réponse qu'ils donnent aux besoins, la définition des besoins des patients, etc., des usagers, des services, etc., ne sont pas bien définis. Et donc, progressivement, on va se voir se construire, c'est comme ça que nous les voyons, en tout cas nous arriver à l'hôpital, par la construction d'une crise psychiatrique ou psychopathologique. Qu'est-ce qui favorise la transformation d'une crise, je dirais, sociale, psychologique, en crise psychopathologique ? Eh bien, ce qui apparaît comme fréquent, c'est que nous n'avons pas les éléments de l'histoire, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas le déroulement temporel. Et je vous ai dit que paradoxalement, la crise est un événement temporel, c'est quelque chose qui a une histoire, et paradoxalement, quand ils arrivent à l'hôpital, l'histoire est perdue. Et l'histoire est perdue parce qu'elle est ancienne, parce qu'il y a eu une multiplicité d'intervenants, et parce que nous avons peu de communication parfois entre les intervenants. Donc il y a eu des carences de communication. Et donc l'urgence psychiatrique souvent nous met devant une absence de signification. C'est-à-dire nous ne comprenons pas. C'est assez fréquent de voir des enfants arriver et nous ne comprenons pas pourquoi ils sont en crise ou pourquoi plus à ce moment-là que 2 mois avant ou pourquoi plus qu'il y a 2 ans, etc. Je pense que ce qui fait la différence, c'est l'accroissement de la non-signification de la crise. C'est-à-dire on ne peut pas la raccrocher à quelque chose qui s'est produit. Et donc c'est l'absence de signification qui transforme la crise en urgence psychiatrique. De plus, l'hospitalisation en psychiatrie est favorisée, bien entendu, parce que tout le monde pense que quand on est à l'hôpital, on est bien. Ce qui est faux. Hein. Je rappelle quand même que l'hôpital n'est pas un lieu de vie. Parfois, on doit lutter contre cet élément-là en disant tant qu'on est à l'hôpital, on est soigné. Oui, mais ce n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de vie anormal. Et d'autre part, bien entendu, l'hospitalisation psychiatrique est favorisée également par le fait qu'on se protège du regard des autres. Et bien entendu, on est dans une société qui est de plus en plus juridiquement surveillée, donc il faut être juridiquement correct, donc on doit se protéger, donc il faut hospitaliser assez vite pour éviter les débordements. Et donc, souvent l'hospitalisation en pédopsychiatrie se fait dans un mouvement de délégation à la psychiatrie pour traiter des choses qu'elle n'a pas à traiter, finalement, qui seraient les besoins sociaux, les besoins psychologiques, puisqu'elle n'aurait à traiter vraisemblablement que les besoins psychopathologiques. Alors je voudrais rappeler quand même 2 choses importantes pour comprendre la manière dont nous travaillons, je vais l'évoquer un peu à la Citadelle. Alors, je voudrais rappeler que ce n'est pas parce qu'on a séjourné dans un service de pédopsychiatrie qu'on a un cas psychiatrique. Ça, c'est souvent quelque chose que nous avons en retour, c'est-à-dire que le fait qu'un enfant ait été séjourné chez nous est considéré comme c'est un cas psychiatrique, donc c'est un cas difficile, donc c'est un cas ingérable, etc., etc. Alors, deuxième chose aussi, ce n'est pas parce qu'on a un besoin psychopathologique, ce n'est pas parce qu'on est dans une psychopathologie qu'on n'a pas d'autres besoins psychologiques, sociaux et autres. Et donc, il est évident que
dans un service tel que le nôtre, nous devons refuser absolument la délégation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas assumer toutes les demandes qui nous sont adressées. Et je vais vous parler maintenant un peu de cette unité dans laquelle je travaille à la Citadelle pour vous expliquer comment nous travaillons. Je pense que c'est une unité qui regroupe 8 lits d'hospitalisation, c'est une unité de crise. À côté de ça, il y a 12 lits, 14 lits qui sont destinés à des hospitalisations d'1 mois. Je ne vais pas parler de celle-là, je vais parler que de l'hospitalisation de crise, puisqu'aujourd'hui on parle de l'hospitalisation de crise. Depuis octobre 2009, nous avons accueilli dans ce service 418 enfants, soit environ une moyenne de 20 enfants par mois. Il est évident que rien que ce chiffre doit vous indiquer à quel point nous ne pouvons pas faire le travail de suivi à long terme de ces enfants. Nous ne pouvons pas assumer 418 psychothérapies qui seraient entamées dans nos services. Et on voit parfois qu'il y a des demandes qui nous sont adressées pour une prise en charge. Il est évident que pour nous, cette prise en charge ne peut être qu'un moment. Alors qu'est-ce qu'il est ce moment ? Ce qu'on essaye de faire dans cette unité, c'est de distinguer tous ces différents besoins, c'est-à-dire tous les besoins que je vous ai indiqués comme étant les besoins sociaux, les besoins psychologiques, les besoins psychopathologiques. On va essayer de les distinguer, de les différencier et peut-être de mobiliser des acteurs sociaux de notre environnement pour nous aider à résoudre cette crise. La crise chez nous dure 1 semaine, c'est un chiffre pragmatique. Si les enfants restent plus d'1 semaine, le service s'encombre, se bouche et les urgences sont très fâchées parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'hospitaliser et on retourne à la situation qui existait auparavant, c'est que beaucoup d'urgences devaient être réadressées à domicile. Donc ce qu'on doit faire, c'est un travail assez rapide. On a 2 conditions pour être hospitalisé chez nous qui sont draconiennes. On n'est pas hospitalisé avec son GSM. Donc ça, c'est une des zones les plus difficiles, c'est un des paramètres les plus difficiles à faire accepter par les adolescents. Souvent, il y a des adolescents qui refusent l'hospitalisation parce qu'il n'y a pas de GSM. Il est évident que pour nous, nous ne pouvons faire un travail sur 1 semaine qu'à partir du moment où les enfants sont pleinement dans l'hospitalisation, et donc on doit imposer cette règle. Mais il y en a quelques-uns qui refusent, mais au bout d'un temps quand même, en général, grâce aux infirmières et aux éducateurs et éducatrices, ils acceptent. La deuxième règle que nous avons, c'est que nous réglons l'intervention des parents. C'est-à-dire que les parents ne sont pas autorisés a priori à venir n'importe quand. Et donc ils sont invités à nous rencontrer. Nous travaillons avec eux, mais sur invitation et dans un cadre relativement précis. Tout ça parce que le temps qui nous est imparti est relativement bref. Et donc ce que nous essayons aussi de mobiliser, c'est bien entendu les parents. Donc sur les 418, je n'ai pas eu le temps de faire les statistiques de manière précise, mais l'extrême majorité des cas qui nous sont adressés, ce sont des tentatives de suicide et des troubles des conduites en général. Donc je vous ai dit en commençant qu'un bon nombre de ces troubles de conduite sont aussi des symptômes dépressifs. La grande majorité des enfants qui nous sont adressés viennent de la famille et retournent dans la famille. C'est, je crois, à peu près 60%. J'ai, à vue d'œil comme ça, j'ai regardé les chiffres, c'est un tableau Excel, mais il n'a pas été trié. Quels sont les grands fournisseurs du service ? Ce sont les urgences du CHR. Vous savez que nous n'assurons pas les urgences sont assurées par le service des urgences. Les autres grands fournisseurs sont le service de protection à la jeunesse, qui est le 2e fournisseur, et le service d'aide à la jeunesse, qui est le 3e fournisseur. Ce que nous essayons de faire, donc, c'est de refuser la délégation dans laquelle nous sommes mis et de réactiver toutes les ressources. Il est évident que nous ne pouvons travailler qu'en se disant que l'enfant peut retourner dans une structure. Alors on peut faire appel à toute une série de choses comme des structures de travail à domicile, etc., enfin des hébergements, le retour chez les parents, etc., etc. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de démêler ces 3 niveaux, psychologique, psychopathologique et social. Donc je pense que ce qui pourrait être fait pour éviter les crises, c'est bien entendu de sans doute mieux réfléchir à la manière dont nous répondons aux besoins en les triant,
en choisissant des institutions qui seraient les plus adéquates pour répondre aux besoins une fois qu'ils ont été mis en évidence. Mais là, je pense que ce travail est toujours en compétition avec ce que je disais en commençant, c'est-à-dire que l'urgence, la crise implique l'urgence et donc implique un rétrécissement du temps. Et je pense que la plupart du temps, on a cette tendance à répondre assez rapidement pour faire disparaître la crise, faire disparaître le pli, sans prendre le temps peut-être suffisamment de réfléchir à ce qui est vraiment en jeu. Alors, il y a des cas à éviter pour l'hospitalisation, des cas où il ne faut pas hospitaliser. Alors, pour punir, hein, donc il y a de temps en temps des enfants qui nous sont adressés, on leur dit, puisque tu n'as pas été à l'école, puisque tu es en décrochage scolaire, tu vas être puni à l'hôpital. L'hôpital n'est pas un lieu de punition. La plupart du temps, les enfants sont très contents d'être hospitalisés, ils sont un peu fâchés de partir, on s'occupe d'eux, il y a beaucoup d'adultes qui les entourent, qui font des activités, etc. Donc ce n'est pas un lieu de punition. Parfois aussi, les parents viennent nous déposer leur enfant en disant « gardez-le, moi je ne le veux plus vous vous en occupez puisqu'il est à l'hôpital, il est en sécurité ». Bien entendu, nous ne pouvons pas accueillir ce type d'enfant puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité parentale. Par contre, du côté de la psychopathologie, il y a des signes auxquels il faut quand même être attentif et qui sont toujours des signes dont on sait qu'ils sont quand même des facteurs de risque. Les principaux signes de facteurs de risque sont quand même les tentatives de suicide et les fugues. Dans les tentatives de suicide, il faut qu'il y ait quand même autre chose qu'un geste qu'on a souvent aussi, c'est des adolescents qui se gratouillent un peu les avant-bras, etc. C'est un peu à la mode, etc. Ça, c'est peut-être pas vraiment une tentative de suicide. On appelle tentative de suicide un moment de rupture où l'adolescent seul a un geste qui ressemble à un geste suicidaire. J'ai presque fini. Hein? Parfait. Et le deuxième signe qui est important, ce sont les fugues réalisées, c'est-à-dire un enfant qui disparaît pendant un certain temps, dont personne n'a la trace et dont on ne sait pas où il se trouve. Ces deux signes-là me paraissent être des signes psychopathologiques importants et devoir avoir alors à ce moment-là en priorité une intervention psychopathologique. Voilà, il me restait donc 40 secondes et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Monsieur Gauthier. Merci d'avoir respecté le timing. Finalement, vous étiez près de la fin, de l'exposé en tout cas. Parce que maintenant, c'est le temps des questions. Et donc, nous avons 2-3 micros. Un micro au balcon, un micro ici à ma gauche et pas de micro à ma droite, pour l'instant. Il devrait encore y avoir un micro, Monsieur Ducan, quelque part, je pense. Ça suffira. Ça, c'est 4. On fait avec 4 ? D'accord. Bien. Ben, écoutez, n'hésitez pas. Il faut se lancer un petit peu. Hein. Je pense que le sujet est chaud, donc ça ne devrait pas être trop difficile de démarrer. Vous êtes déjà bien échauffé. C'est la première qui est difficile. Oui, madame. David. Ah, une personne là-bas dans le fond et puis madame ici devant par après. Allez-y. Allez-y. Oui, j'aurais bien voulu connaître les signes... Parlez plus près du micro si vous voulez bien et parlez le plus fort possible aussi. Oui, je sais faire ça aussi. J'aurais bien voulu connaître les signes de déprime, mais chez les plus petits, parce que vous parlez d'ados. Moi, je parle d'enfants maximum 6 ans. Je suis de l'ONE. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Et qu'est-ce qu'on peut reparer quand ils sont en détresse, en fait? C'est en utilisant l'échelle qui avait été proposée à l'ONE, qui est le retrait alerte détresse bébé. Donc, les principaux signes de dépression, quels que soient les âges d'une dépression grave, c'est le ralentissement psychomoteur. Donc, toute inhibition motrice importante. Alors, parfois chez les adolescents et chez les enfants, ils sont très agités. Sauf, il faut vraiment parfois les observer en hospitalisation. Par exemple, quand ils mangent, ils vont montrer des signes d'inhibition majeure.
ou à certains moments, des moments d'agitation, des moments de... Donc tout ce qui est dysrégulation, je dirais, du tonus psychomoteur et de la vitesse et des réactions, etc. Le deuxième signe important, qui est un signe majeur et toujours oublié, jamais traité actuellement, c'est l'insomnie nocturne et le réveil nocturne. Ce sont des signes importants. Donc les enfants qui se réveillent la nuit. Vous savez que l'insomnie d'endormissement, c'est plutôt l'angoisse, et l'insomnie de réveil nocturne, c'est plutôt la dépression. Troisième signe, c'est les modifications du régime alimentaire, soit l'amaigrissement brutal, soit la prise de poids brutale. Et chez les enfants de 5-6 ans, ça, bien entendu, tout ce qui est, tout ce que vous voyez apparaître, par exemple, des chutes dans les résultats scolaires. Maintenant, c'est avant 6 ans. Avant 6 ans, c'est l'inhibition, par exemple, dans les contacts sociaux, des choses comme ça. Et bien sûr, il faut la rechercher, la tristesse. Alors, un tuyau aussi. Si on recherche la dépression chez un enfant en présence des parents, on les repère dans 25% des cas. Si on recherche la dépression chez les enfants sans les parents, on la repère dans 75% des cas. Donc tout ça indique que les enfants ont tendance à protéger leurs parents, comme toujours. Les parents protègent les enfants, mais les enfants protègent les parents, souvent, beaucoup. Oui. Merci. Oui, bonjour. C'est une question un peu, très pratique. C'est vrai qu'une semaine, c'est très peu. Lorsqu'un jeune arrive chez vous sans contrainte, donc pas par le SAJ ou par le SPJ, donc volontairement, qui peut se rendre compte que quand on lui dit les règles de départ, notamment en l'absence de GSM, ça pose un problème. Pardon, madame, vous pouvez parler un peu plus fort, parce qu'au balcon, on ne vous entend pas. Donc le problème, c'est notamment lorsqu'un jeune arrive volontairement un vendredi soir, il n'y a pas de prise en charge le week-end, très peu de prise en charge le week-end. Ils peuvent aussi, ils peuvent partir. Je veux dire, ils peuvent refuguer. Comment est-ce que vous arrivez en moins d'une semaine à gérer, je veux dire, un jeune qui vient bon gré mal gré, pas trop sous contrainte, mais quand même un peu. Voilà, ça c'était ma question, parce que c'est vrai si que... Si je vous réponds en boutade, je dirais qu'il faut demander aux infirmières comment elles font. Hein. Donc je pense que c'est la qualité de l'accueil. Hein. Alors tous les enfants qui arrivent sont en crise, hein, toujours. Donc effectivement, nous n'avons pas de porte fermée, donc ils peuvent refuguer. Et il y a, je crois, par étage, une quinzaine d'ascenseurs, je pense, hein, à peu près, qui sont disponibles. Donc s'ils fuguent, il y a 2 infirmières dans le service, 15 ascenseurs, vous vous rendez compte que nous sommes dans l'incapacité complète de les surveiller. Et je crois que c'est vraiment la qualité de l'accueil. S'ils arrivent le vendredi, d'abord ils arrivent aux urgences, c'est les urgences qui décident s'ils sont hospitalisés ou pas, c'est pas nous. Et donc ils sont accueillis dans le service et ils sont traités dans le service. Et le week-end, dans le service de crise, ça dépend du nombre d'enfants qui sont présents, mais il y a des activités comme tous les autres jours. Je ne pense pas que ça soit fort différent. Il y en a moins le week-end. Oui, on ne peut pas... Enfin voilà, le personnel infirmier est moins nombreux le week-end qu'en semaine, etc. Il y a des contraintes de cet ordre-là. Mais le travail est essentiellement basé sur un travail de groupe. Alors il y a un outil très très utile qui est, on demande à l'adolescent de faire son histoire de vie. Et il a un carnet et alors les infirmières insistent beaucoup pour qu'il remplisse. Et donc c'est un travail, il a un travail à faire pendant la semaine d'hospitalisation. Et c'est très utile. Et je pense que grâce à ça, donc c'est un travail qui est quand même très fort, centré ou organisé par le personnel infirmier, éducateur, etc., qui parvient à créer une relation avec le jeune pendant 5 jours ouvrables, soit 7 jours au complet. Je vous dis que c'est une limite pragmatique parce que ça nous permet simplement de ne pas engorger le service. C'est une règle pragmatique. Ce n'est pas celle qu'on a choisie, c'est celle qui nous est imposée par les événements. Mais globalement, on a l'impression que ça fonctionne quand même assez bien. Et parfois, on réindique une hospitalisation sur l'unité au long cours. L'unité au long cours, c'est 1 mois d'hospitalisation aussi. 4 semaines, point. Voilà, c'est pour toujours les mêmes raisons, c'est de ne pas encombrer le service. Et là, c'est une unité qui a plus une valeur de mise au point de traitement, etc. Observation,
Des cas difficiles, par exemple, c'est plus une observation. En une semaine, on ne peut pas, quand les situations sont très compliquées, tout observer, c'est pas possible. Parfois, il y a des gens qui nous demandent aussi de faire une mise au point scolaire, mais ça, alors, pendant une semaine, c'est impossible. Il y a une dame, là, une infirmière. Bonjour. J'ai envie de répondre à madame pour les hospitalisations, pour les personnes, les ados qui viennent, qui ne sont pas fort d'accord. Donc, comme il dit monsieur Gauthier, ils sont vus d'abord aux urgences et si ils sont hospitalisés, donc l'infirmière descend, on fait une triangulation avec la personne qui a vu le jeune garçon ou la jeune fille, et on met les choses au clair avant qu'il monte. Donc s'il veut partir, déjà à ce moment-là, il peut partir. Et on leur dit bien qu'ici, chez nous, c'est un service ouvert, donc voilà. Et le week-end, on travaille quand même aussi déjà avec eux, malgré que c'est le week-end. Voilà, moi je me posais la question de toute la partie génétique. Donc voilà, des ados en crise, est-ce qu'il n'y a pas une fragilité génétique au départ? C'est vrai qu'on remet souvent en cause les parents. Je crois que les parents ont un rôle difficile et que parfois dans les situations de crise, je ne dis pas qu'on met toute la responsabilité sur les parents, mais est-ce qu'on ne met pas un peu trop de côté toute la fragilité génétique des problèmes psychiques? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas pour les adultes, on sait que les personnes qui ont des maladies, je veux dire, au niveau psychiatrique, que c'est multifactoriel, qu'il y a la partie donc, génétique, le contexte éducationnel et peut-être un traumatisme en plus. Est-ce qu'on peut déjà poser un diagnostic de maladie mentale chez un adolescent? Et c'est peut-être trop tôt, mais en même temps, peut-être que ça permet, par une prise en charge médicale, de résoudre déjà tous les problèmes symptomatiques d'angoisse. Voilà. Poser une question énorme qui est toute la place de la psychopharmacologie, par exemple, dans notre travail, qui est qu'on doit prévenir les parents aussi qu'on peut éventuellement prescrire des médicaments, etc. Mais en général, c'est discuter avec les parents. Donc c'est un service de psychiatrie et donc l'aspect organique est tout à fait pris en considération. On ne va pas en 7 jours poser un diagnostic de maladie mentale, mais on va repérer des facteurs de risque, facteurs génétiques, qu'on peut retrouver chez les parents, dans la famille, etc. Et là, on va reprogrammer, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est reprogrammer une hospitalisation au long cours pour approfondir la question. Parce qu'en 7 jours, on ne peut pas prendre la responsabilité de considérer qu'un enfant est maniaco-dépressif ou qu'il a un risque de maniaco-dépression simplement sur 7 jours. Ça nous paraît trop court. Et donc, si on voit qu'il y a un facteur de risque, on va le programmer pour une hospitalisation plus au long cours, où là, on va vraiment prendre en compte tous les éléments de son anamnèse, etc. Et donc on ne néglige pas du tout les aspects génétiques, mais les aspects génétiques sont relativement faibles, c'est-à-dire c'est pas fréquent quand même. Hein, la plupart des crises ou même des états dépressifs sont liés à des situations difficiles que l'adolescent vit depuis de longs mois. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec la crise. C'est-à-dire la crise, quand elle arrive à l'hôpital, elle ne dure pas depuis 3 jours, elle dure depuis 4-5 ans en général. Et c'est ça qui fait que la crise est multiple. Enfin, il n'y a pas nécessairement de disposition génétique. Hein. Pas toujours, mais quand elles sont présentes, on en tient compte. C'est des facteurs aspécifiques. Donc, quand il y a dans la famille une maladie mentale telle que autisme, psychose, etc., maniaco-dépression, les enfants sont en risque de schizophrénie, maniaco-dépression et autisme. On sait bien que c'est des facteurs aspécifiques. On en tient compte. Mais, par exemple, quand vous prescrivez un médicament, vous savez que toutes les notices pharmaceutiques, qui sont surtout là pour protéger les firmes pharmaceutiques, disent on ne peut pas les prescrire avant 18 ans. Donc, il faut expliquer aux parents pourquoi, comment. C'est tout un travail à faire. Mais c'est donc arriver au diagnostic de maniaco-dépression, ça c'est vraiment un travail en soi. Parce que c'est très très lourd. Hein. C'est très très lourd de travailler avec ça et de considérer qu'un adolescent va être toute sa vie dans un problème de ce type-là. Ça demande un travail en soi, psychothérapeutique. Merci. Nous allons prendre encore une question parce que nous devons respecter le timing. Il y a 11h10, on est en connexion avec Paris, on ne peut pas les reporter.
malheureusement, donc je suis obligé de concentrer un peu. Donc une dernière question avec Monsieur Gauthier. Bonjour. À la Bonjour, Citadelle, Myriam. vous avez aussi un autre outil de travail par rapport à la crise, l'équipe mobile. Une équipe mobile, oui, qui fait du travail soit qui anticipe et donc on appelle à l'avance, mais vous avez travaillé surtout dans le cadre du SPJ, je pense. Oui. C'est ça. Donc c'est une équipe un peu plus particulière qui fait de l'accompagnement à domicile, soit avant l'hospitalisation, soit après Mais l'hospitalisation. on intervient Il aussi s'appelle EMAS. oui, en situation de crise. Oui. Voilà. Je n'ai pas cité EMAS. Mille excuses. Merci Monsieur Gauthier pour votre intervention. Je pense qu'on peut applaudir très fort.